Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct sur les réseaux sociaux du Salon Your Future pour cette nouvelle conférence qui va être axée autour de métiers d'avenir. Il y a des gens qui s'amusent à faire des airdrops puisqu'on est en direct sur les réseaux sociaux, on est aussi présent dans la salle, je vais tous les refuser. Voilà pour parler avec vous des sujets d'éthique et de développement durable, de tendances de fond dans le digital. On va parler du digital qui prend une place de plus en plus prégnante dans la société et c'est le test qu'on va faire avec vous là dans la salle. Qui a déjà entendu parler d'intelligence artificielle? Levez la main. Ok. Qui a peut-être envie de bosser plus tard dans le domaine du numérique, du digital? Qui est-ce que ça intéresse? Ok, très bien. Bon, bah voilà. Et les autres, bah, c'est par curiosité. Et puis, vous pourrez être un peu les porte-parole de ce que vous allez voir aujourd'hui. Quand vous utilisez votre ordinateur, quand vous utilisez votre téléphone portable, est-ce que vous vous posez la question de l'impact sur l'environnement? Levez la main ceux qui se sont déjà posé cette question-là de temps en temps. Mais c'est vrai que majoritairement, on va pas trop se poser cette question. On envoie des snaps, on airdrop les présentateurs de conférences sans vergogne, on se fait des mails, on génère beaucoup de contenu sur Snapchat, on envoie des vocaux. Et on ne sait pas trop quantifier quel impact ça va avoir sur la société, sur le monde. Et bien cet impact, il n'est pas négligeable. Et aujourd'hui, on a réuni un parterre d'expertes et d'experts pour vous en parler. Pour commencer, peut-être, Marie-Hélène, comme on a en face de nous des jeunes qui ne connaissent pas forcément l'UTC, est-ce que vous pouvez présenter peut-être l'Université de technologie de Compiègne? Oui, tout à fait. Donc, l'Université de technologie de Compiègne va fêter ses 50 ans cette année. Donc voilà, déjà, vous avez un petit historique. Et donc, nous formons des ingénieurs, mais aussi des masters et également des docteurs. Donc, des docteurs, ce sont des étudiants, des étudiantes qui ont fait une thèse. Il est possible de rentrer à l'UTC à différents niveaux. Donc, c'est une école et une université. C'est une originalité post-bac. Donc, vous pouvez, pour les lycéens, là, qui sont une majorité, candidater sur post-bac pour entrer à l'UTC. Vous ferez donc 2 ans de prépa intégrée pour ensuite vous orienter sur ce qu'on appelle une branche, qui va être notre spécialité à l'UTC, donc soit l'informatique, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, mais vous pouvez faire de la biologie, ou bien de la mécanique, ou bien de la chimie, ou de l'urbanisme. Donc, concernant l'informatique, vous rentrez à Bac+2, soit en venant du tronc commun, soit en venant d'un autre diplôme externe, soit un BUT, soit une licence, soit une autre prépa ou un BTS. Un point peut-être qu'il est important de donner, donc vous l'avez compris, UTC c'est une école d'ingénieurs, ça les termes d'école d'ingénieurs vous connaissez, donc si vous avez envie d'en savoir plus, ça sera au tout dernier, enfin pas au tout dernier, au deuxième étage où vous pourrez aller voir le stand. L'une des particularités, parce qu'on a beaucoup d'écoles de plein de profils différents qui viennent, c'est que l'UTC c'est une école publique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement une école publique par rapport à d'autres écoles qu'on peut voir? Ça veut dire que vous n'aurez pas de frais de scolarité, mis à part les frais d'inscription. Et si vous êtes boursier, vous n'aurez pas de frais. Donc c'est qu'on peut étudier gratuitement et avoir après un diplôme d'ingénieur. Alors on a l'informatique dont on a parlé, mais il y a plein d'autres domaines comme la biologie, l'urbanisme, la méca, mais ça, tout ça, vous pourrez le voir juste après la conférence tout en haut. Martin, même question pour vous, mais côté Ségus, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots votre entreprise? Oui, donc Ségus, c'est un cabinet de conseil en transformation digitale. Donc notre métier, c'est d'accompagner des clients, majoritairement des grandes entreprises, à se saisir et à implémenter dans leurs activités du quotidien les révolutions digitales qu'on vit nous aussi dans notre vie personnelle. Et ça va tourner autour de différentes activités, par exemple tout ce qui est modernisation de l'employee experience, comment on équipe ses salariés avec les technologies digitales qui permettent de travailler plus efficacement. Tout ce qui est autour de la data et de l'intelligence artificielle dont on va parler aujourd'hui. Donc comment, quand on est une grande entreprise, on peut mieux utiliser ces données pour opérer plus efficacement, développer de nouveaux produits, de nouveaux services. Et on va travailler aussi sur tout ce qui est méthodologie de gestion de projet. Dans le monde du numérique, il y a des méthodologies de gestion de projet, de gestion de produits qui ont été développées, qui sont très efficaces. Et donc on a un département avec des experts qui utilisent ces méthodes pour accélérer les projets stratégiques des grandes entreprises. C'est des univers qui recrutent bien, alors au-delà du côté conseil, mais de manière générale, intelligence artificielle, développement, big data, c'est des secteurs qui recrutent bien. Oui, et on a beaucoup de mal à recruter. Donc, si vous êtes intéressé par les maths et que la technologie vous intéresse, s'orienter vers cette voie-là, c'est une voie d'avenir, assurément. Il y a des gens qui aiment bien les maths, levez la main si on aime bien les maths dans la salle. Quand vous dites bien aimer les maths, c'est peut-être pas être un cadre en maths, mais c'est en tout cas aimer ce raisonnement, aimer la logique, aimer Ouais, travailler dans ces univers-là. exactement. Quand je dis les maths, c'est un peu un raccourci, mais en tout cas, voilà, c'est quand même des métiers où on est
au contact de produits et de solutions technologiques. Et donc, il faut un minimum de logique et un minimum de compréhension des grands principes mathématiques, surtout en intelligence artificielle. Mais ce n'est pas le seul secteur, le seul domaine. Domiti, quand on pense intelligence artificielle, je parle à votre place, mais j'imagine que c'est ça. Quand je vous dis, bah tiens, demain vous allez peut-être travailler dans le domaine de l'intelligence artificielle, on se dit, bah attends, non, enfin c'est des études, c'est hyper pointu, c'est pas pour moi. Il y a peut-être des gens qui se disent ça, bosser, je sais pas, dans des grosses boîtes comme Google et tout, c'est pas possible. Pourtant, en fait, l'intelligence artificielle, comme on vient de le dire, c'est un secteur qui recrute et c'est un secteur auquel on peut se former facilement. Enfin facilement, faut travailler, mais en tout cas tout est fait pour accompagner les jeunes qui ont envie de se lancer dans ce domaine. Oui, alors après, nous, on les forme en fait à des outils, différents outils et concepts en intelligence artificielle pour faire de l'analyse de données, pour raisonner sur les données. Et après, les étudiants vont s'orienter vers certains métiers qui seront soit faire de la business intelligence ou de l'analyse de plein de choses. Mais nous, on les forme en fait à être des ingénieurs généralistes. On leur donne les outils qui vont leur permettre ensuite de les appliquer à différents domaines. Allez, je vais commencer mes petits tours de salle. Tac, 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 tac. S'il y a des gens un peu motivés, des gens qui aiment bien parler. Alors, raconte-nous un petit peu, toi, qu'est-ce que ça t'évoque l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que ça t'évoque, le numérique et tout? À quoi tu penses quand tu penses à l'intelligence artificielle? Robot. Au robot. Intéressant. Quel robot, par exemple? Genre, les aspirateurs électriques. Les aspirateurs connectés, tout ce qui va fonctionner, tout ce qu'on entend, les ampoules connectées, etc. Marie-Hélène, ça c'est de l'intelligence artificielle et comment ça fonctionne? Alors, lorsqu'on parle de robot, il y a deux aspects. Il y a l'aspect vraiment robotique, donc là, plutôt mécanique, la façon de construire le robot et de lui donner la possibilité de collecter des données via ses capteurs. Et ça, c'est pas ce que l'on va faire à l'UTC. Nous, on va s'occuper de comment on équipe le robot, effectivement, de logiciels qui vont pouvoir traiter toutes les données qui vont être collectées via les capteurs. Et donc, le robot, si on prend un robot autonome, votre camarade donnait l'exemple de l'aspirateur motorisé. Effectivement, et à un moment donné, il va se déplacer dans l'espace. Et donc, il le fait de façon aléatoire, mais l'idée, c'est qu'il n'aille pas se cogner dans les obstacles. Donc, il faut reconnaître les obstacles et on va passer effectivement par les capteurs pour identifier l'environnement. Donc ça, c'est très, très basique. Si on veut passer sur le véhicule autonome, est-ce que l'on a aussi à l'UTC, puisqu'on est une école et une université, donc on a aussi des laboratoires de recherche. Donc, il faut savoir que tous les enseignants que vous aurez devant vous seront des enseignants-chercheurs rattachés à un laboratoire de recherche. Pour le département informatique, nous avons 2 laboratoires de recherche. Le LMAC, on parlait de maths tout à l'heure, donc c'est le laboratoire de mathématiques appliquées de Compiègne. Et puis le EDIASIC, qui est heuristique et diagnostic des systèmes complexes. Donc ça fait un mot un petit peu dur comme ça, mais en fait l'idée c'est d'identifier les données, de pouvoir les collecter, de pouvoir les traiter. Et donc les enseignants-chercheurs appartiennent à ces 2 laboratoires et ils dispensent leurs enseignements. Et pour le robot, on a une équipe de recherche qui se nomme Siri, et puis une filière qui est la filière INES, qui va permettre de traiter de tout ce qui est informatique embarquée, informatique mobile. Tout à l'heure, Guillaume parlait des smartphones. Les smartphones embarquent de l'informatique, c'est de l'informatique mobile, et en fait, vous ne vous rendez pas compte, mais le fait d'ouvrir votre téléphone, et même lorsqu'il n'est pas ouvert, sauf s'il est vraiment complètement éteint, eh bien, vous partagez, vous transmettez un grand nombre de données à toutes les applications, tous les systèmes que vous avez installés. La géolocalisation, la température du téléphone, ce qu'on est en train de faire, le pourcentage de batterie, c'est des infos qu'on va avoir. Martin, donc on voit un petit peu ces secteurs, l'intelligence artificielle, on parlait des robots, on parle des téléphones. En fait, on est bourré, on est bardé de technologie aujourd'hui. Et vous nous dites qu'il est important de réfléchir aux enjeux éthiques. Éthique, c'est un terme qui parle à tout le monde ou pas? Pas forcément. Peut-être les élèves de terminale, parce qu'en philo, on voit ça, l'éthique, la morale. On rattache ça à l'éthique, la morale. C'est-à-dire comment on l'utilise et quel est l'impact qu'on va avoir. Pourquoi il faut réfléchir, selon vous, sur ces enjeux, intelligence artificielle, éthique, morale? Quel est le rapport? Je vais vous donner un exemple qui rebondit sur ce que disait Domitil sur l'usage des données qui sont dans vos téléphones portables. Je pense que vous êtes tous dans la salle utilisateurs de réseaux sociaux. Vous avez dû vous rendre compte que dans vos fils d'actualité,
les posts qui apparaissent en premier, ce n'est pas forcément les plus récents. Quand on est sur Instagram, quand on est sur Facebook, quand on est sur n'importe quel réseau social, il y a des algorithmes qui vont analyser votre comportement, qui vont essayer d'anticiper, de prédire quel type de contenu vous avez envie de pouvoir consulter. Et donc, ils vont vous pousser des contenus qu'ils estiment étant les plus pertinents, ceux que vous avez envie de consommer. Si on réfléchit à comment ils font ça, quels critères ils font, quels critères utilisent-ils pour vous poster ces contenus, ils vont sûrement utiliser ce que vous avez déjà consulté, les contenus que vous avez aimés, ceux que vous avez partagés, ceux que vous avez envoyés à vos contacts. Et très vite, on se rend compte que les données qui sont utilisées pour produire ces recommandations, elles peuvent aboutir à des comportements ou à des recommandations qu'on va pouvoir considérer comme non éthiques. Par exemple, il y a des chercheurs qui se sont aperçus qu'aux États-Unis, des algorithmes vont avoir tendance à pousser certains contenus plus aux personnes de certaines races, de certaines couleurs, de certains sexes, de certains genres. Et on se rend compte très vite que si on n'a pas une maîtrise sur ces algorithmes, il y a des dérapages qui peuvent arriver et qui peuvent arriver de manière incontrôlable parce que au début, dans les premières années de l'intelligence artificielle, on a eu tendance à développer des modèles toujours plus complexes qui sont devenus des boîtes noires et dont on a été incapable d'expliquer concrètement comment ils prenaient des décisions. Donc vous avez des gens qui se sont retrouvés à avoir des refus de crédit bancaire sans que la banque puisse expliquer concrètement pourquoi on leur avait refusé. Et on se rendait compte qu'il y avait certains types de populations qui se voyaient refuser des crédits alors que d'une manière purement économique, ils auraient eu les moyens de les assumer. Et donc on se rend compte que très vite, dès qu'on travaille sur ces sujets, les sujets d'éthique sont très importants. Un exemple concret, dans les grandes entreprises, on travaille beaucoup sur l'explicabilité des résultats des modèles d'intelligence artificielle. Quand une entreprise utilise un algorithme d'intelligence artificielle pour, par exemple, vous pousser tel ou tel produit sur un site de e-commerce, aujourd'hui, on ne fait plus ça sans chercher à expliquer les recommandations qui sont faites et à vérifier que ces recommandations ne sont pas faites, notamment en utilisant des données qui pourraient pousser à des recommandations non éthiques ou immorales, entre guillemets. Un exemple peut-être qui va vous parler tout de suite, puisque j'en suis à l'œuvre. Si vous êtes ici aujourd'hui au Parc des Princes, c'est que vous avez vu passer l'information quelque part. Où est-ce que vous l'avez vu, l'info? Sur TikTok? Ceux qui n'étaient pas sur TikTok, comment vous l'avez eu, l'info? Parlez plus fort. C'est quoi? Je sais pas qui est-ce. Ah, c'est votre influenceur local, c'est ça? Nickel. Bon, vous avez des figures leaders locales. Parlons de TikTok. Vous êtes beaucoup à venir de TikTok parce qu'on a fait des publicités. Moi, je me suis mis en scène et c'est moi qui gérais toutes les publicités. Et vous pensez que c'est arrivé sur votre téléphone par hasard? Non. J'ai dit à TikTok, cible-moi des jeunes qui viennent de régions parisiennes. Vous venez plutôt tous de régions parisiennes. J'ai mis un peu la Bretagne, un peu la Normandie, mais beaucoup la région parisienne. Cible-moi des jeunes qui ont entre 15 et 25 ans. 26, 27, ça m'intéresse pas. Je vais m'arrêter à 25 ans. Ils me proposaient à peu près 3 millions de personnes. J'avais pas de quoi payer 3 millions de personnes. Et j'ai ciblé. Tiens, on est au Parc des Princes, tu vas me mettre des jeunes qui aiment le sport. Qui aime le sport ici? C'est drôle. Tu vas me mettre des jeunes qui aiment la musique. Qui aiment la musique ici? Bon, tout le monde aime la musique. J'ai aussi besoin d'avoir un public, voilà, je veux pas que des fans de sport, donc tu vas mettre des jeunes aussi qui aiment la beauté ici. Tiens, voilà. Et petit à petit, comme ça, j'ai pu faire un ciblage très précis. Et finalement, votre présence ici, c'est l'intelligence artificielle. Les algorithmes ont repéré sur TikTok les utilisateurs de votre âge qui avaient les centres d'intérêt que moi, c'est moi qui ai tout paramétré, hein, les centres d'intérêt que je voulais, la localisation que je voulais. Et vous voilà aujourd'hui au Parc des Princes. Parce qu'en plus, ils sont plus loin. C'est que TikTok, ils sont au courant de quels sont les jeunes qui sont le plus enclins à cliquer sur un lien de pub. Parce qu'après, vous avez vu la pub, vous avez dû cliquer sur le lien, vous avez dû rentrer vos coordonnées, vos identifiants. Et aujourd'hui, tout ça, c'est là. J'ai toutes vos coordonnées dans mon téléphone. Et là, si on réfléchit mal et si on réfléchit pas bien, vous êtes à peu près 80 000, un peu plus de 80 000 à vous être inscrits. Et j'ai vraiment tous vos numéros. Tout ça, je pourrais en faire beaucoup de mauvaises choses. C'est assez dangereux, en fait, parce que déjà, on va vous recommander, on va vous dire voilà, comment vous devez penser, en fait. Déjà, ça va être sur une pensée unique, parce que vous aimez tel type de choses, on va vous proposer tel type de choses. Et ça peut vite aller aussi vers l'influence, c'est-à-dire on comprend de la manière dont vous raisonnez, et on va essayer de vous convaincre pour voter, par exemple, pour tel parti politique. Et on va essayer de comprendre, voilà, qu'est-ce qui pourrait vous toucher. Et donc ça, c'est très dangereux. Sur ces systèmes de reconnaissance et de recommandation, en fait, bon, là, tu l'as utilisé pour faire venir du monde, et ça, c'est très bien. Mais ça peut être, en effet, utilisé
pour des choses moins vertueuses. Et par exemple, je vais prendre un exemple de Facebook, hein, qui met en relation des pédocriminels avec des posts, des comptes de jeunes enfants. Pourquoi ? Parce qu'ils ont l'habitude de regarder, en effet, des comptes de jeunes enfants. Et donc, tout ça, en effet, l'IA, derrière, c'est pas anodin, en effet. Il faut faire attention. Nous, on réfléchit, on forme nos ingénieurs à concevoir ces systèmes d'IA. Donc, en effet, on fait avancer la science. Mais je pense qu'il faut aussi penser à le monde qu'on construit, le monde de demain, et comment cette IA, elle va être utilisée et les fins, à quoi ça va servir. Et puis il y a aussi un autre enjeu, Marie-Hélène, c'est celui du développement durable. Là, on parlait d'éthique, c'est-à-dire comment est-ce que je vais utiliser les données. Mais il y a la question du développement durable, comment mon utilisation du numérique et de la data va impacter l'environnement. Et là, quelles sont les idées qu'il faut avoir en tête? Qu'est-ce qu'il faut se dire? Alors déjà, je dois rappeler que le slogan de l'UTC, c'est « Donnons un sens à l'innovation ». Donc, donnons un sens à l'innovation, la Domitille vient de le dire, on forme des ingénieurs pour qu'ils puissent penser le monde de demain. Et penser le monde de demain, c'est penser un monde durable. Donc aujourd'hui, à l'UTC, dans tous les cours que l'on dispense, eh bien, il y a cette prise de conscience. Et sur les différentes techniques et outils que l'on présente, que les étudiants et les étudiantes mettent en œuvre, eh bien, on se questionne sur leur impact sur l'environnement durable. Il y a différents types d'impact. C'est sur l'usage, on le voit bien avec vos téléphones, lorsque vous regardez Netflix, là je fais de la pub, c'est pas très bien, il faut que je donne d'autres plateformes, mais en fait, lorsque vous regardez en streaming, eh bien, vous consommez énormément. Et si vous aviez, je dirais, une activité vertueuse, eh bien, vous allez télécharger effectivement la série qui vous intéresse et vous la regardez en local, c'est-à-dire sur votre ordinateur et pas en direct. Donc, il y a les usages, et puis il y a aussi le fait de construire des batteries. Et donc là, ça serait plutôt le côté ingénierie mécanique, où on se dit, mais on construit des batteries avec quoi? Donc, en fait, il faut prendre tout le cycle de vie de vos appareils, en plus des usages. Donc, on travaille là-dessus, effectivement, à l'UTC. Et puis, on a la chance d'avoir, dans notre université, un département qui s'appelle TSH, Technique et Sciences de l'Homme ou Humaine. Et là, nous avons des enseignants-chercheurs qui travaillent sur ces objets de recherche comme la sociologie, l'économie, etc. Donc, ils interviennent dans les cours, ils font des cours spécifiques sur l'éthique, sur l'environnement durable, et puis plus spécifiquement, chaque enseignant-chercheur, lorsque cela est nécessaire, eh bien, parle de ses impacts dans le cours qu'il dispense. Alors, on a une question juste ici de Stéphane. Stéphane, on t'écoute pour ta question. Quels sont vos cours en informatique ? Les cours que vous proposez, très intéressants, concrètement en informatique à l'UTC. Comment on est formé à l'informatique? Est-ce qu'on apprend à développer? Est-ce qu'on apprend à gérer des systèmes, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle? Comment est-on formé? Alors vous êtes formé progressivement. Il faut comprendre que quand vous arrivez en branche, donc à Bac+2, il y a 2 semestres où on va vous enseigner des matières qu'on considère de socle, donc les matières de base de l'informatique. Alors, je vais parler d'algorithmique. Est-ce que vous connaissez l'algorithmique? Non, pourtant vous en faites quelque part déjà en mathématiques. L'algorithmique, c'est quoi? Eh bien, c'est identifier les différentes étapes que l'on doit suivre pour résoudre un problème. Donc, quelles sont les données initiales et où est-ce que je vais aller et comment je fais pour y aller? Quand vous arrivez à résoudre un problème, vous, intellectuellement, eh bien, il va falloir voir comment vous allez pouvoir faire à la machine ce cheminement de résolution de problèmes. Donc, il faut décrire toutes les étapes et on vous donne effectivement un langage qui permet d'exprimer toutes ces étapes. Donc, vous avez l'algorithme et puis certains langages aussi que l'on vous enseigne. Quelles sont les techniques de base aussi pour construire un ordinateur, comment tout ça fonctionne. Passé cela, vous passez sur un stage assistant ingénieur pendant 6 mois où là, vous faites un petit peu de développement, généralement avec les bases que l'on vous a enseignées. Et puis ensuite, vous choisissez pour 3 semestres, donc 2 derniers semestres d'études à l'UTC et un dernier stage de 6 mois, donc projet de fin d'études. Durant ces 3 semestres, vous avez choisi une filière. Alors une filière, c'est quoi? C'est une coloration. C'est-à-dire que vous allez identifier les cours, vous avez la possibilité de choisir vos cours à l'UTC. Il y a un cadre, on vous dit il faut tant de crédits, tant de types de cours, et vous choisissez pour obtenir les compétences qui ont été identifiées pour devenir ingénieur en informatique. Donc pour faire vite, durant ces filières-là, vous allez approfondir
vos connaissances et diversifier vos compétences pour faire de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité, du génie logiciel, en fait tous les métiers d'informatique, puisqu'on forme des ingénieurs généralistes en informatique. Merci beaucoup pour cette réponse. Martin, on va revenir. Alors, si on a vu ensemble, hein, on s'est demandé quels étaient les enjeux éthiques qu'il y avait. Donc, ce qu'on se dit, c'est que finalement, bosser dans l'informatique, soit être utilisateur comme vous des réseaux, soit bosser dans l'informatique, ça a des impacts concrets. Donc, ça, c'est la première chose qu'on a vu ensemble. Ensuite, on s'est dit, OK, mais sur l'environnement, qu'est-ce que ça fait, etc. Et j'ai envie qu'on prenne maintenant un peu plus de hauteur. Là, on était sur ces enjeux-là. Moi, j'ai envie qu'on explique aujourd'hui ce que ça veut dire concrètement bosser dans le numérique, bosser dans la data, bosser dans l'IA. Parce que c'est vrai que avant moi de le faire, j'avais souvent l'image de me dire, voilà, bosser dans le numérique, c'est passer des journées à faire des lignes de code, à développer. Je ne sais pas si c'est ça un peu l'image que vous avez de bosser dans le numérique. Mais c'est quoi concrètement? Vous, par exemple, vous êtes consultant, vous êtes directeur, mais vous travaillez avec des consultants. On imagine qu'un consultant, il n'est pas en train de faire une appli pour un téléphone. Il peut. Non, si. Donc, le métier de consultant dans le digital, et je dirais de travailler dans le digital au global, évidemment, il y a une partie technique. Quel que soit le métier, le secteur du digital, parce que le digital, c'est large, de toute façon, il y a un vernis technique, une compétence technique à avoir. Mais on va avoir dans la plupart des entreprises, et c'est aussi le cas chez nous, des profils techniques qui vont préférer coder justement un petit peu toute la journée et être vraiment les mains dans le code toute la journée. Mais il y a aussi des gens qui ont plus des notions génériques de ce que c'est que le digital et la data et qui vont travailler plus sur de la gestion de projet, de la conception de produits ou de services. Et donc, travailler dans le digital, c'est pas réservé à des gens qui vont être passionnés que de technique et que de code et qui vont vouloir faire du code toute la journée. Donc, par exemple, si je peux vous donner un exemple, on a des équipes qui travaillent plutôt sur l'accompagnement méthodologique des entreprises, comment on mène un projet. Et pour faire ça, il n'y a pas besoin d'avoir des compétences technologiques pointues. Il y a juste besoin de comprendre globalement ce qu'est le digital, à quoi ça sert dans les entreprises. Et on peut travailler dans le secteur sans être un expert technique ou sans avoir fait 5 ou 8 ans d'études en maths appliquées poussées. Je suis avec un étudiant, Ilyes, qui me fait souligner que lui, le numérique, il connaît bien puisqu'il est étudiant dans une école à l'IPSI, plus précisément, pour ne pas la citer, voilà, on la cite. Et il a envie d'une alternance. Est-ce que vous proposez des alternances, vous, par exemple? Est-ce que c'est des offres que vous avez pour les jeunes? Alors, en tant que cabinet de conseil, l'alternance, c'est honnêtement pas le modèle qu'on va le plus privilégier. On va plus privilégier soit des stages, soit des embauches directes. Par contre, pour toutes les entreprises qui ont des modèles opératoires un peu différents, entre guillemets, tout ce qui n'est pas dans le secteur du conseil, l'alternance, c'est souvent quelque chose qui est recherché parce que ça permet de compléter les compétences techniques et technologiques par une connaissance de l'entreprise avant de rentrer vraiment en fonction. Donc, c'est pas dans le secteur du conseil ce qu'on recherche le plus. Par contre, dans le domaine data digital, il y a évidemment une appétence pour l'alternance chez la plupart des entreprises. Ouais. Dobiti, je reviens vers vous. Concrètement, alors vous formez des ingénieurs généralistes à l'UTC, mais à quelle typologie de métier, de secteur on va pouvoir travailler, notamment chez les diplômés, voilà, pour donner du concret aux jeunes? Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme métier, comme secteur? C'est très très large, hein. Je veux dire, on a tous les secteurs en fait, que ça soit des grands comptes, la finance, les entreprises comme Apple, Facebook, mais aussi des petites startups qui sont dans l'innovation. Et voilà, c'est assez large. Je peux pas tous les citer. Mais je voulais rebondir sur ce que Martin disait, en fait, sur les compétences. C'est vrai que peut-être il faut des socles scientifiques assez solides, mais en fait, ce qu'on va rechercher et ce qu'on a besoin, c'est des têtes bien faites et qui savent réfléchir et qui peuvent avoir aussi... il ne suffit pas juste d'être très bon en mathématiques, en physique, etc. Je pense qu'il faut aussi avoir une ouverture sur le monde, sur la philosophie, sur la société. Et nous, par exemple, à l'UTC, en fait, on forme aussi à tout ce qui va être humanité et technologie, sciences humaines, philosophie, faire réfléchir. Et
Une des particularités, parce qu'on a oublié de le dire, je pense, c'est qu'à l'UTC, on peut choisir ses cours, ses parcours, et donc se construire. Donc en effet, si par exemple on a envie de se spécialiser en IA et en système embarqué pour la robotique autonome, on peut le faire. Mais si on a envie de se spécialiser sur l'IA et le domaine médical, on peut le faire et on choisit les UV pour creuser ces aspects. T'as une question? Attends, vas-y, viens, j'arrive. Alors, on t'écoute. Alors, ce ne serait pas forcément travailler dans le numérique directement, mais plutôt avec des gens qui travaillent dans le numérique pour pouvoir s'allier et faire quelque chose de mieux dans la société. C'est-à-dire mettre à profit les compétences de gens qui bossent dans le numérique pour créer un peu un monde meilleur. Ça, c'est intéressant ce que tu dis. C'est un peu le rôle des consultants parfois, c'est de réussir à monter des équipes aussi avec des profils qui sont peut-être plus tech, plus développeurs pour monter des projets de grosse envergure. C'est ça qu'on fait un peu chez Ségus? Alors, c'est ça qu'on fait. Aujourd'hui, la plupart des grandes entreprises ont leurs propres équipes. Donc, évidemment, on part jamais de zéro dans une grande entreprise sur les projets digitaux. Par contre, nous, notre métier, c'est de venir apporter une expertise méthodologique, technologique aussi parfois. Et c'est aussi de monter des équipes pluridisciplinaires avec des experts du numérique, mais aussi des gens qui sont capables de comprendre les problématiques des entreprises. Donc là, je vais rebondir sur ce que disait Domitil. C'est aussi important d'avoir des gens qui sont capables d'apprendre et de se former tout au long de la vie, parce que notamment quand on est consultant, on va travailler dans la finance pendant quelques mois, ensuite on va passer dans l'industrie, on va passer dans le retail ou dans le domaine du luxe. Et donc, il faut être capable, petit 1, d'opérer dans des entreprises qui ont des métiers qui sont très différents et des façons de travailler qui sont très différentes, tout en ayant cette capacité à comprendre le numérique. Mais aussi la capacité à se former sur le long terme. Moi, j'ai 37 ans, ça fait 4 ou 5 fois qu'il y a eu des révolutions numériques importantes dans notre secteur. Et donc, je suis retourné à l'école plusieurs fois, je me suis formé et c'est un métier dans lequel on apprend en fait en continu. On n'a pas une formation initiale pendant 3, 4, 5 ans et ensuite on exerce un métier linéaire toute sa vie. C'est un secteur qui évolue beaucoup et donc il faut avoir la capacité à apprendre tout au long de la vie. Et ben voilà, apprendre et apprendre à apprendre, oui. Est-ce que c'est possible... Est-ce que c'est possible de rentrer dans une école d'ingénieur avec n'importe quelle spécialité? Ah, comment on recrute? Bah, à l'UTC, oui, Marie-Hélène. On accepte beaucoup d'étudiants de plein de profils différents. Alors, effectivement, mais il y a quand même des spécialités phares. C'est-à-dire, ça dépend à quel niveau vous voulez rentrer. Si vous voulez rentrer en tronc commun, il va falloir quand même mettre en avant l'anglais, par exemple, les mathématiques, les sciences. Maintenant, si vous voulez rentrer au niveau de la branche informatique, on regardera effectivement votre parcours précédent et notamment vos notes de mathématiques, d'informatique et d'anglais. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'idée, c'est que vous soyez dans des situations de réussite et donc nos cours se basent sur la possibilité de vous amener à créer des modèles. Et donc, des modèles vont être des modèles logiques, des modèles mathématiques. Donc, pour ça, il faut quand même avoir un minimum de base pour pouvoir bien évoluer dans le domaine. Il y a une branche, humanité et technologie aussi, où peut-être on va... Voilà, donc là, après, il y a UTech, et donc si vous rentrez en tronc commun, là, vous avez la possibilité, avec cette branche UTech, d'être à cheval sur ce qui va être, on va dire, le français, l'histoire géo, enfin, donc des compétences qui ne sont pas forcément purement scientifiques. Et donc là, vous allez pouvoir ensuite, par la suite, poursuivre en ingénieur, mais en tout cas, vous avez ce double profil. Et dernièrement aussi, on a créé un partenariat avec une école de commerce qui s'appelle l'EDEC, et on a un bachelor. Donc, on offre la possibilité de s'inscrire en bachelor, où là, vous allez avoir un double diplôme. Donc, un diplôme de l'Université de technologie de Compiègne et un diplôme de l'EDEC. Donc, qui se fait en 4 ans avec cette double culture, mathématiques, sciences d'une part, et sciences économiques, histoire géo, histoire de l'art, français d'autre part. Après le bachelor, vous pouvez décider de devenir ingénieur, et donc là, il faudra choisir si vous voulez faire l'UTC, par exemple, pour faire un diplôme d'ingénieur en informatique, ou vous voulez pouvoir continuer dans le commerce, et donc là, vous allez pouvoir suivre un master de commerce à l'EDEC. Mais toujours c'est pas une acceptation de fait, il faudra candidater et être retenu en fonction de vos résultats. Martin, en guise de conclusion,
pour peut-être avoir un message important pour les jeunes qui sont là, c'est quand on parle de travailler dans le numérique, quand on parle de travailler dans la data, dans l'intelligence artificielle, c'est une espèce de sous-couche. Mais c'est qu'en fait, cette sous-couche-là, on la met dans le domaine qu'on veut. Par exemple, s'il y en a qui veulent bosser dans le luxe, j'ai rencontré récemment, par exemple, une jeune femme qui travaille chez Chanel et qui est en charge de l'expérience digitale dans les boutiques Chanel. Et donc, elle a un profil numérique au service du luxe. Elle est chez Chanel. Voilà, c'est compliqué à dire. Si on a envie de bosser dans le domaine du sport, vous le voyez aujourd'hui, tous les équipements qu'il y a aussi ici au Parc des Princes, je peux vous assurer qu'il y a sans doute des ingénieurs ou des gens qui ont fait des BTS dans le numérique qui travaillent dedans. Si on a envie de bosser dans le domaine de la finance de marché, on veut faire des sous, on veut travailler dans le trading et dans des choses comme ça fait rire, c'est la finance ou c'est Chanel qui vous a fait rire? Les deux, elles sont hilares. C'est bien, c'est la bonne ambiance. Dans la finance, on a besoin d'ingénieurs qui sont formés au numérique. Donc en fait, le numérique, c'est pas je vais faire du numérique et je vais bosser que dans des boîtes du numérique. C'est justement, je vais faire du numérique parce que je peux bosser dans les domaines qui m'intéressent. S'il y a des gens qui aiment le monde des médias, moi j'ai des potes qui travaillent dans des grands groupes, Canal, TF1, à des postes très intéressants et où on mêle cette connaissance numérique qu'on va mettre au service d'un autre secteur. Il y a des experts du digital dans toutes les entreprises aujourd'hui. Nous, on travaille pour des grandes entreprises du luxe, on travaille pour des industriels, on travaille pour le secteur public. On est au Parc des Princes aujourd'hui. Je suis persuadé que le Parc des Princes, le PSG, a des équipes techniques et des data scientists. Pour l'anecdote, il y a pas très longtemps, il y a un joueur de foot qui a renégocié la valeur de son transfert en prouvant, grâce à l'analyse de ses résultats dans les matchs où il était là versus les matchs où il n'était pas là, qu'il avait un impact et qu'il était capable de faire gagner l'équipe dans laquelle il était intégré. Donc c'est un exemple parce qu'on est au Parc des Princes, mais aujourd'hui, il n'y a pas un secteur qui n'est pas touché par l'impact de ces technologies. Et donc, si vous êtes intéressé par le numérique, mais vous avez une passion à côté pour un secteur, pour un type de fonction, je pense qu'il n'y a quasiment pas une entreprise et pas un métier qui ne sera pas demain touché de près ou de loin par l'usage de ces technologies. Et donc, il est tout à fait possible de concilier les deux. Et d'un point de vue très pragmatique, Marie-Hélène, même si ce n'est pas que le but, mais on gagne plutôt très bien sa vie quand on travaille dans le secteur du numérique. C'est des secteurs, comme on dit le terme, c'est des secteurs en tension, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de demandes que d'offres, ou l'inverse, je suis toujours nul là-dessus, mais en tout cas, il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent, il n'y a pas assez de jeunes comme vous qui peuvent le faire. Donc qu'est-ce qui se passe dans tout marché? C'est comme quand on achète des sneakers, c'est que ça a des éditions limitées. C'est un peu les éditions limitées du monde professionnel, ça coûte très cher, on gagne bien sa vie, les enquêtes emploi post-UTC, Marie-Hélène, sont plutôt intéressantes. Sont très intéressantes. Bon, pour nos jeunes diplômés, ils sont recrutés en moyenne à 42 000 € l'année. Vous divisez par 12 et ça vous donne le salaire que vous aurez à la fin du mois sur votre compte, après avoir payé quelques impôts quand même. Mais voilà, 42 000 € bruts par an, divisé par 12, ça fait combien? Ça fait 3 500 € par mois pour bosser dans l'informatique. Et ça sera le dernier mot. Merci à tous d'avoir suivi cette conférence, on va rester là-dessus. Vous pouvez monter pour découvrir l'UTC. Merci à vous de nous avoir suivis sur les réseaux sociaux. À bientôt pour une nouvelle conférence.